Bonsoir à tous, je suis Barbara Carrière. Je suis très heureuse et aussi un peu émue de vous avoir tous avec nous ce soir. Pourquoi cette émotion? Parce que nous sommes à la 3e étape du déconfinement et donc j'espère que les jours heureux sont vraiment très proches. Nous sommes encore massivement à distance, mais nous l'espérons plus pour très longtemps. Et nous voilà donc réunis ce soir pour inaugurer le laboratoire d'innovation positive de la maison Eurogroupe Compagnie. Ce nouveau laboratoire, nous l'avons conçu pendant le confinement, donc dans une perspective d'ouverture, avec l'envie d'explorer, de faire dialoguer des univers, des domaines d'expertise, des mondes différents. Nous visons avec tout notre écosystème, qu'ils soient nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs, le monde académique, des penseurs, des chercheurs, des philosophes, des historiens, des neuroscientifiques, nous visons à nous aérer, nous inspirer, créer, co-créer, inventer un nouveau terrain de jeu. Ce nouveau terrain de jeu, nous aimerions qu'il s'incarne dans de nouveaux locaux à Workstation. Et ces nouveaux locaux, nous les avons aussi pensés pendant le confinement. Avec enthousiasme et un peu d'audace, tout en perspective, tout en transparence, tout en flexibilité, en modularité et avec une vue époustouflante sur tout Paris. Nous avons hâte de vous y retrouver. Nous souhaitons dans ce laboratoire décrypter, anticiper les nouvelles dynamiques à l'œuvre de demain et activer tous les leviers d'innovation qui permettront la réussite des transformations positives. Chaque année, notre laboratoire explorera différentes thématiques et nous avons choisi le thème de l'émotion. C'est pour ça que cette soirée est consacrée à l'émotion. Nous avons plusieurs convictions qu'on aimerait partager avec vous. La première, c'est la nécessité de faire sauter les verrous classiques qui cloisonnent encore les hommes et les femmes dans leur monde public et privé. Car nous sommes tous à la fois citoyens, consommateurs, collaborateurs, des êtres a priori sensés, les derniers événements ne le prouvent pas forcément, des êtres rationnels, certes, mais avant tout sujets à émotion. Pour faire sauter les verrous, c'est penser ensemble également, sereinement, les transitions écologiques, économiques, sociales, sociétales et technologiques qu'on ne doit pas opposer. Notre deuxième conviction, c'est qu'il est important d'être soi-même, d'être fidèle à ses valeurs, d'être fidèle à ceux que nous accompagnons. Eurogroupe Consulting est un cabinet de conseil en stratégie, management et organisation, indépendant depuis presque 40 ans, je nous ai rajeunis. Toutes les transformations que nous menons et que nous mènerons, évidemment, se feront en entraînant, en mobilisant, en engageant, en responsabilisant les hommes et les femmes qui font les organisations et en prenant en compte leurs émotions. Si nous sommes fidèles à nous-mêmes, c'est que nous sommes aussi résolument positifs et tournés vers le meilleur de l'avenir, avec un motto qui est Leading Positive Transformation. Et donc notre nouveau laboratoire, nous l'avons appelé Pi. Pi, c'est cette lettre, ce nombre universel, tourné vers l'infini, ancré dans nos mémoires depuis si longtemps. Et nous avons la joie de vous présenter Pi pour Positive Innovation by Eurogroupe Compagnie. Le voilà. C'est un nouvel objet et nous avons décidé de consacrer l'émotion comme premier thème. Alors pourquoi l'émotion? D'abord, nous avons vécu une crise inédite qui nous a bouleversés, qui nous a sidérés. Elle a tour à tour fait appel à notre colère, à notre perte de point de repère, à des douleurs du plus profond de nos âmes, mais aussi à des surprises. Surprises de ces petits bonheurs au quotidien qu'on avait peut-être un peu oubliés. Des petites joies de se retrouver au bureau, en famille, et une surexcitation extrêmement forte dès l'instant où on retrouvait quelques petites libertés. Cette crise, c'est aussi aujourd'hui de l'espoir, et face à ce capital émotionnel, nous sommes convaincus que pour penser et mener les grandes transformations chez nos clients, alors il nous faut prendre en compte cette dynamique des émotions et surtout dépasser la dichotomie qui oppose émotionnel et rationnel.
avec Romain Varenne, soutenu par une équipe de collaborateurs passionnés et fort talentueux, et tout notre écosystème. Au nom d'Eurogroupe Compagnie, nous avons l'immense plaisir de réunir Delphine Orviller, écrivain, philosophe et rabbin, Marianne Legnaud, présidente du directoire d'Enedis, Nadia Mejad, médecin et coach expert en neuropédagogie, Guillaume Tanon, entraîneur sportif de haut niveau, et Édouard Fauré-Colfuti, délégué artistique de l'Orchestre de Paris. Avant d'initier cette table ronde, nous ne pouvions pas oublier un véhicule émotionnel très puissant, très fort, auquel nous sommes très attachés, qui nous a tant manqué pendant le confinement, le pouvoir de la musique. Et donc avec l'Orchestre de Paris, nous avons conçu un petit programme sur mesure, inédit, qui va venir rythmer cette soirée. Et ce petit programme, nous voulions vous le faire partager. Sachez que ce que nous avons choisi, ce sont des œuvres que nous avons vécues avec certains d'entre vous et pour lesquelles nous avons vraiment vibré. Je ne vous en dis pas plus, restez connectés jusqu'au bout, nous vous réservons de belles surprises, émotionnelles et surtout beaucoup de chaleur ajoutée. Mais place à l'émotion musicale. Tout d'abord, musique. Pour commencer, Édouard Fauré-Colfuti, vous êtes délégué artistique de l'Orchestre de Paris. La musique porte des émotions, elle nous fédère, elle nous emporte, elle nous rappelle des lieux ou des moments passés. Avant de nous expliquer la façon dont nous avons travaillé pour arriver à cette sélection musicale qui ponctuera la soirée jusqu'à la fin, je voudrais vous poser une question qui est celle de l'universalité des émotions. On parle beaucoup du pouvoir de la musique, et pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que ça vous évoque pour initier nos échanges? Merci. Alors, c'est un magnifique paradoxe de commencer par faire parler justement la musique ou le pouvoir de la musique, parce qu'en fait, il y a beaucoup de compositeurs, notamment au XXe siècle, qui ont dit que la musique était incapable d'exprimer quoi que ce soit.
C'est-à-dire que il n'y a pas l'expression d'une émotion terme à terme qui développe du côté de l'écoute une émotion particulière. Ça serait beaucoup trop facile. Donc il y a aussi des philosophes qui s'en sont emparés et qui disent que, partant de ce constat, si on dit que la musique n'est pas capable de précisément dire ça c'est la peur, ça c'est l'angoisse, ça c'est la menace, elle peut l'évoquer, mais que son pouvoir vient précisément du fait qu'elle peut tout signifier. Ne signifiant rien, elle en vient à signifier tout. Et c'est ce spectre que je trouve intéressant, dans les deux extraits qu'on vient de voir, qui sont des petits montages d'œuvres un petit peu plus longues, juste rebondir sur le deuxième extrait, qui est en fait le quatuor de la jeune fille et la mort, donc quatuor à cordes, avec un langage particulier. Donc sans faire d'anachronisme, il faut se remettre dans un contexte. Vous êtes en début du 19e siècle, c'est Schubert. Schubert a 27 ans, il est malade, il atteint la syphilis. C'est un jeune homme pleine force de l'âge. Et il est hospitalisé. Et pendant son hospitalisation, il compose en fait ce quatuor qui, et c'est là que je voudrais en venir, c'est-à-dire qu'avant de parler des émotions, on parlait de ce qui peut développer le sentiment d'une émotion. Donc on revient à l'écoute musicale, mais là c'est très simple, c'est-à-dire que vous avez un motif, on l'a entendu, c'est pa, 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 pa. C'est d'une simplicité absolument enfantine. Tonalité ré mineur, Mozart utilise pour son requiem la même tonalité, et vous avez de ce début qui est comme quelque chose qui vous attrape au cou, qui est d'une logique absolument implacable. Il faut s'imaginer le choc que ça a pu être début 19e siècle. Donc c'est-à-dire que l'émotion est basée sur ce rythme-là. Une autre référence d'ailleurs qui est connue, la 5e de Beethoven, 5e symphonie de Beethoven. Pa, 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 pa. C'est le truc à l'envers. Hein. C'est juste un motif qui vous donne le sentiment d'une émotion avec une nuance fortissimo, etc. Donc, la jeune fille et la mort, pour Schubert en tout cas, si on le recontextualise, c'est la signification d'une jeunesse fauchée, d'un amour impossible, d'une jouissance presque physique impossible, qu'il traduit comme ça, mais qu'on peut très facilement décortiquer. Donc, je voulais juste intervenir sur cette première idée qu'il n'y a pas terme à terme d'émotion en musique, mais que de ce fait, par l'écoute, c'est beaucoup plus ouvert. Voilà. Édouard, on a essayé dans les différentes capsules, les différents extraits, d'illustrer plusieurs tonalités, plusieurs colorations qui peuvent miroiter avec des émotions. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire un peu par avance les autres capsules que nous aurons? On sera d'autant plus attentif quand on pourra les écouter. Alors c'est très simple, hein. De manière très synthétique, le deuxième c'est la 7e de Beethoven, 7e symphonie de Beethoven qui est très connue, et c'était aussi un moment particulier. Donc là c'est évidemment la question de la mémoire, la question du contexte, la question de la contagion des émotions, c'est-à-dire que vous pouvez être dans un contexte à un enterrement où vous connaissez personne et être touché par ça. Et c'est ce qui s'est passé, c'était le 10 juillet à la reprise des concerts à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Paris, avec son prochain directeur musical. Donc dans cette symphonie qu'on appelle l'apothéose de la danse, vous allez voir la fin de cette symphonie, 4e mouvement, qui est l'accumulation de 40 minutes d'une construction gigantesque, cathédrale sonore, et les 3 dernières minutes où littéralement il se passe quelque chose dans cette œuvre, avec une espèce de sentiment partagé dans le public et par les musiciens, d'un espoir. Je vous rappelle vraiment, le 10 juillet, c'était tout à fait particulier. C'était le premier concert après le premier confinement. Et là, on s'est dit, bon, on va être tranquille. On va être tranquille cet été, on va être tranquille pour la rentrée en septembre, tout va reprendre comme avant. Et donc, il y avait une libération de l'énergie qui est inhérente à la musique structurellement que vous allez entendre. Le 3e extrait, c'est le Mandarin merveilleux de Béla Bartók. Et là, c'est intéressant, vous allez voir, hein, il suffit de voir à l'image et d'écouter, c'est absolument monstrueux. C'est aussi avec Klaus Makela. Mandarin merveilleux, c'est une musique qui, au début du XXe siècle, aux alentours de la Première Guerre mondiale, 1918-1919, dit on arrête de mettre des filtres. C'est-à-dire qu'on arrête de maquiller les choses, on peut parler du voile des émotions, comment parfois que c'est bien de cacher ses émotions pour les suggérer plus habilement, plus élégamment, en musique ou dans la société. Mais là, Bartók comme Stravinsky, au début XXe, disent après la Première Guerre mondiale, il faut arrêter de faire semblant.
Et donc, ils utilisent des moyens musicaux qui sont des moyens musicaux sans filtre, qui évoquent la sauvagerie, on a le fauvisme aussi en peinture, etc. C'est-à-dire des choses qui sont brutales, violentes, qui sont le révélateur de la condition de l'homme au début du XXe siècle. Et vous allez voir, c'est absolument bouleversant. Donc c'est une musique qui ne brosse pas dans le sens du poil, mais qui a ce souffre et cette notion de scandale qui touche au pouvoir de la musique. Et puis la dernière petite capsule, c'est le départ de l'ancien directeur musical Daniel Harding que nos amis d'Eurogroupe ont beaucoup côtoyé, et la surprise finale sur un lied de Schubert qui résume à lui seul toute la beauté, tout le pouvoir de la musique, mais je ne vous en dis pas plus. Édouard, merci. On essaiera de retrouver ces émotions dans les différentes capsules qu'on va égrener jusqu'à la fin. Mais là, on va revenir dans le monde plus professionnel. Nadia Medjad, vous êtes médecin et coach, et puis vous avez une expérience de l'entreprise, de l'accompagnement des dirigeants. Et cette crise qu'on n'a pas fini de traverser, elle a aiguisé la question de la place des émotions, y compris dans la sphère professionnelle. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'un effet de loupe, là, qui est lié au bouleversement qu'on est en train de traverser, ou est-ce que ça traduit des tendances que vous observez depuis plus longtemps autour de ces questions des émotions? Nadia. Non, c'est une tendance qui est déjà en place depuis un certain temps et qui ne fait que s'accentuer. La crise actuelle a mis un effet loupe sur cette situation. L'être humain est un être d'émotion qui est avant tout dirigé par ses émotions, et ça reste vrai dans l'entreprise comme partout ailleurs. Alors, peut-être qu'on a en France un rapport aux émotions qui est peut-être différent. Est-ce que les entreprises françaises sont plus réservées, plus prudentes ou pas par rapport à la prise en compte de ces émotions dans l'environnement professionnel? Oui. Alors, les entreprises françaises, donc dans la sphère de l'environnement professionnel, ont une tendance qui est liée à notre culture, qui est de nier les émotions, de les stigmatiser quand il y en a, et d'avoir une tendance à se focaliser sur le négatif. Et ça, c'est responsable d'un niveau de stress plus élevé que dans la plupart des autres pays européens, par exemple. Quand on regarde le rapport européen sur les risques psychosociaux, la France fait partie des pays qui sont en queue en matière de stress. Et une des explications qui est donnée, c'est notamment ce que les experts du rapport ont appelé le management à la française, qui est un management qui nie les émotions, qui les stigmatise et qui se focalise avant tout sur le négatif. Et ça, c'est une source de beaucoup d'émotions négatives dans notre pays et de stress. Donc il y a des éléments scientifiques qui viennent positionner la France sur cette question et également positionner le potentiel de progrès ou de travail qu'il nous reste à accomplir. Tout à fait. Ça veut dire qu'en France, on a une marge de progrès qui est encore plus grande que dans les autres pays. Donc on a tout intérêt à y aller en tenant compte de notre culture, qui a plein d'aspects positifs, mais qui n'est pas très favorable aux relations dans l'entreprise et donc qui n'est pas très favorable à la collaboration. Et c'est là que les choses deviennent vraiment importante en ce moment, c'est que si on veut favoriser la collaboration, il faut favoriser des relations de confiance. Et pour ça, il faut travailler sur ce qu'on appelle sur les compétences socio-émotionnelles. Parce que les émotions, c'est comme l'intellect, ça s'éduque, ça s'apprend, et ça a un impact majeur sur la performance et sur le bien-être des individus. Et alors paradoxalement, on a l'impression que cette émotion, elle est un peu tenue à distance par la digitalisation ou l'intelligence artificielle qui prennent une place plus importante dans nos vies, de citoyens, de clients, de collaborateurs aussi. Et puis ce sentiment qu'on voudrait plus les exprimer, mieux les apprivoiser, ces émotions. Alors comment est-ce que vous partagez ce constat, ce paradoxe, et puis comment arriver à traiter cette dichotomie entre plus de techniques peut-être et puis cette importance des émotions que vous évoquiez?
Alors, l'intelligence artificielle nous rend des services énormes. Hein. Ça, il n'est pas question d'éliminer l'intelligence artificielle. Le problème qu'elle pose, c'est que la machine prend de plus en plus la place de l'humain dans les transactions qui jusque-là étaient de nature humaine. Or, il y a un phénomène qui a été découvert par les scientifiques, qui est que notre cerveau est composé d'une grande partie de réseaux qu'on appelle le cerveau social, et que ce cerveau social, il joue un rôle fondamental dans le bien-être humain. Et par exemple, pendant la crise que nous avons traversée, les scientifiques ont mesuré ce qui se passait chez les gens qui étaient privés donc, de relations sociales, et ils ont mis en évidence des phénomènes qui ressemblent à ce qui se passe dans le cerveau quand on prive les gens de nourriture. Donc vous voyez, le besoin de lien, il se situe à un niveau aussi fondamental que le niveau de nourriture. Donc il faut absolument le prendre en compte. Alors, peut-être, je vais vous inviter à chaque fois à rebondir si vous le voulez. Vous faites un signe de l'œil ou de la main. Marianne Legnaud, qui êtes présidente du directoire d'Enedis, j'imagine que ce qu'on vient d'entendre doit vous parler ou résonner avec ce que vous vivez aujourd'hui. J'aimerais commencer par une question presque personnelle. Quelle place prennent les émotions dans votre vie de dirigeante au quotidien, dans vos prises de décision ou encore plus peut-être dans la période qu'on vient de traverser? Merci pour cette question qui est effectivement importante. J'écoutais avec attention Édouard et Nadia, et je suis complètement d'accord avec eux, d'abord sur la place de l'émotion dans notre vie personnelle. Édouard parlait du motif, et moi j'ai été très frappée de quelques pages que j'ai pu lire dans le roman, peut-être vous l'avez lu, d'Emmanuel Carrère, qui s'appelle Yoga, où il commente la prestation d'une pianiste, hein, qui est Martha Argerich, quand elle joue la polonaise. Et à un moment, c'est le motif, et Édouard a parlé du motif, le motif principal revient, et elle joue d'une manière très passionnée, très sérieuse, sans sourire. Et quand le motif revient, après 5 minutes et quelques de son morceau, elle sourit d'une manière extrêmement enfantine. Et le romancier nous dit qu'elle nous transporte finalement dans ce monde invisible qui est le paradis, et auquel, grâce à elle, nous rentrons par une sorte de médiation qui est celle de l'art. Et oui, dans une vie de dirigeante, et les émotions, évidemment, jouent un rôle important. On ne les met pas dans un casier à l'entrée de son bureau en entreprise pour les reprendre le soir. Elles sont tout le temps avec nous, ces émotions. Eurogroupe a choisi la lettre pi pour son laboratoire. Il faut se souvenir que émotion, c'est la même racine latine que mouvement. Donc c'est ce qui nous met en mouvement, le désir, la peur, la colère, la frustration, le caractère positif pour avancer. Et donc dans la vie de dirigeants, c'est ça qui nous fait avancer, c'est les émotions qui nous font franchir les obstacles qui sont devant nous, et surtout notre capacité à les accueillir, à les comprendre, à les percevoir, à ne pas en avoir ni honte ni peur, donc être capable aussi parfois de les mettre à distance, et surtout de les utiliser pour les combiner avec la pensée. Et finalement, de cette combinaison va jaillir notre capacité de décision. Et Enedis, c'est une entreprise opérationnelle, de service public de 40 000 salariés qui est présente sur tout le territoire. Donc évidemment, ma vie de dirigeante, c'est de prendre souvent et beaucoup des décisions petites, moyennes et grandes. Et j'essaye de le faire en utilisant les émotions au service de la pensée. Et la décision, elle n'est jamais, il faut en avoir conscience, même si on la rationalise à fond par des études, du benchmarking, des chiffres, elle n'est jamais que rationnelle. Elle est nourrie d'émotions, et ça, il faut l'accepter de manière tranquille. Voilà sur ce que c'est les émotions dans une vie de dirigeante, et c'est évidemment une manière très personnelle qui est propre à chacun de le vivre. On peut être assez introverti et assez sérieux et être totalement à l'écoute de ses émotions. Sinon, je pense qu'on ne se lèverait pas le matin pour faire des métiers qui ne sont pas toujours faciles. Merci. Peut-être Delphine Hurwiller, vous aimeriez rebondir? Non, simplement, je trouve intéressant. Il se trouve que moi, je suis en
position dans un domaine, le domaine religieux, où pendant longtemps, les femmes ont été considérées comme étant hors du leadership, justement dans l'incapacité d'être en position de leader, précisément parce qu'on les croyait trop liées à l'émotion, à l'émotionnel, quelque chose qu'on entend encore souvent, l'idée qu'il y a une hystérie féminine qui empêcherait les femmes d'être dans une position décisionnelle ou de leader. Et c'est vrai que après être entrée dans cette fonction, je me suis beaucoup intéressée, moi, dans les récits traditionnels, aux places, à qui sont les leaders, justement, et de quelle manière ils gèrent ou gèrent difficilement leurs émotions. Et en fait, il y a quelque chose dans nos récits traditionnels qui est une constante, c'est que les héros, les leaders, ont une fragilité émotionnelle particulière ou une faille à surmonter qui fonde leur légitimité comme leader. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'un leader, ça doit être puissant et fort et ne pas douter dans l'indubitable, ne vacille pas. Et en fait, pas du tout. Si vous faites attention dans les traditions religieuses à tous les leaders, quels qu'ils soient, on pourrait prendre voilà, vraiment un exemple de tout le leadership, à commencer voilà, dans la Bible. Moïse, vous vous en souvenez peut-être, quand on le met en fonction de leader, il dit « mais pourquoi moi ? Moi, je demandais à quelqu'un d'autre. » Et puis après, on apprend qu'il bégaye, Moïse, qu'il a une problématique de logos, il est incapable d'exprimer son avis comme ça, ferme et dans l'indubitable. On pourrait dire de la même manière que Jésus, dans la tradition chrétienne, exprime une forme de féminité particulière dans sa façon d'être au monde. Mahomet ne peut pas avoir d'enfant garçon, donc il y a une certaine fragilité dans un système très patriarcal. De façon intéressante, cette faiblesse, cette capacité à gérer la faille, qu'on pourrait définir comme une faille émotionnelle dans la société dans laquelle ils évoluent, est ce qui va fonder la force de leur leadership. Merci. Alors, rebond pour rebond, Nadia, est-ce que les dirigeants, les leaders, si on reprend aujourd'hui, sont particulièrement préparés dans notre système à accueillir ces émotions ou à les gérer? Et qu'est-ce que ça pose comme question par rapport aux autres couches de management, peut-être? Alors, ils commencent à s'y intéresser. En tout cas, en France, ça reste assez frileux quand même, hein, parce que il y a cette notion que les émotions, quand on ouvre la boîte de Pandore, quelque chose d'énorme peut en sortir. Et c'est vrai que plus on réprime ces émotions, plus elles sortent de façon violente, hein. Donc, l'idée, c'est d'arriver à faire dialoguer justement, comme ça a été très bien dit, l'esprit et les émotions. Et c'est dans ce dialogue de l'esprit et des émotions qu'on prend les meilleures décisions, hein. Damasio l'a parfaitement démontré. Chez les personnes qui ont eu une blessure qui a abîmé les émotions et qui conservent une intelligence extrêmement élevée, tout part en vrac, hein. Et on voit bien, dans la crise qu'on a traversée, il n'y avait pas un problème d'intelligence en présence, il n'y avait pas un problème de technologie, il n'y avait pas un problème d'argent. On avait tout, hein, des gens intelligents, éduqués, on avait toutes les compétences potentiellement rassemblées pour résoudre la situation. Et ça a été souvent chaotique à cause des émotions, parce que les émotions n'étaient absolument pas gérées. Alors, justement, par rapport à cette période de crise, Marianne Legnaud, quels enseignements vous en tirez? Quel infléchissement ça peut apporter aussi, peut-être, dans la direction d'Enedis? Je crois que vous avez mis en place, précisément durant cette période, un projet d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et comment ça fait écho à ce qu'on vient d'évoquer? Oui, je crois que ça vient d'être dit, cette période. Ça a été d'abord une période d'émotion, hein, pour la plupart d'entre nous, à titre individuel, à titre collectif, de la peur, de l'angoisse, de l'incertitude, des moments d'optimisme aussi, parfois mêlés d'appréhension. Évidemment, tout ça, sur la suite, tout ça, on l'a vécu d'abord et aussi dans les entreprises, puisque la vie des salariés a été subitement totalement bouleversée. Alors, vous l'avez dit, c'était une crise où ça fonctionnait, donc il y avait des services publics essentiels par exemple, appuyer sur un bouton et avoir l'électricité. C'était pas une crise où on était sans eau, sans ressources, parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui continuaient à faire leur travail, mais dans un cadre totalement bouleversé, et notamment pour ce qu'on appelle les managers en entreprise, qui, au lieu d'avoir des équipes sous la main, physiquement, eh bien, devaient les animer, les motiver à distance, et donc aussi
faire un pas de côté quant à la gestion de leur relationnel et leurs émotions avec elles, être très attentif aux situations individuelles qui pouvaient être décalées, qui pouvaient être en difficulté, mais aussi continuer à animer un collectif. Et donc, en fait, l'intelligence émotionnelle, je pense, a été beaucoup plus utilisée, beaucoup plus développée dans cette période, qui était une période d'adaptation massive pour toutes les organisations. Et nous avons voulu suivre cela en construisant ce qu'on a appelé un baromètre interne, si vous voulez. Tous les mois, on a mesuré quelque part les émotions de nos salariés en leur demandant s'ils étaient en colère, angoissés, positifs. Bien sûr, on leur posait toujours des questions traditionnelles. Est-ce que vous adhérez à la stratégie de l'entreprise, etc. Mais surtout, on leur demandait de partager avec nous leurs émotions et leurs projections sur le futur. Et on écoutait cela et on s'en servait pour piloter l'entreprise et pour réajuster, puisque ça a été aussi une période de boucle très courte. Je pense que ce qu'ont bien fait les entreprises, c'est j'écoute le terrain, je décide, la décision est appliquée. Si elle est mauvaise, je le sais tout de suite parce qu'il y a une boucle courte, je corrige. Et parce qu'évidemment, Enedis a l'habitude de gérer des crises climatiques, mais jamais des crises sanitaires, même si on avait un plan qui était dans les armoires, qui était tout fait. Enfin, le mettre en œuvre dans une crise pandémique, c'était totalement différent. Donc, des activités qui sont d'abord opérationnelles et qui ont dû s'adapter à un contexte complètement différent, qui a eu le mérite de nous faire revoir presque totalement nos modes de fonctionnement. On a beaucoup plus pratiqué la délégation, la confiance, a priori. On a allégé les reporting, parce que précisément, on s'est concentré sur quelle est notre mission essentielle, c'est délivrer l'électricité dans cette période. C'est un bien essentiel, tout le monde en a besoin. Et dans une situation où tout d'un coup, 25 000 salariés, alors qu'il y avait 5 000 salariés qui avaient une convention de télétravail, 25 000 salariés sont passés en travail à distance en 48 heures, là où on pensait nous-mêmes que ça n'était pas possible. Il fallait faire des expérimentations, des protocoles informatiques, etc. Donc tout d'un coup, c'était possible. Et donc à partir de cela, en s'observant nous-mêmes, on s'est dit, mais pourquoi on n'irait pas encore plus loin en profitant pour construire le projet d'entreprise pour les 5 ans qui viennent. Et là, donc on a fait une sorte de trampoline sur la crise, puisqu'on a construit ce projet pendant la période de confinement. D'ailleurs, avec l'aide d'Eurogroupe. Et on s'est d'abord beaucoup demandé si c'était vraiment la bonne période. Et il y avait des partisans de « Oh non, on va attendre que ça se termine ». Bon, donc heureusement qu'on a eu l'audace d'y aller, en se disant finalement c'est une période d'incertitude, beaucoup d'émotions, beaucoup d'envie. À quoi on sert ? Bien, on va se poser ensemble la question de à quoi on sert et ce qu'on a envie de faire dans les 5 ans qui viennent. Et on a commencé par les interroger tous les salariés d'une manière très co-construite, et non pas la direction, on vous fait un plan en 3 parties, 3 sous-parties, et c'est le meilleur, mais merci de le mettre en œuvre, mais de quoi vous voulez parler avec nous ? Qu'est-ce que vous imaginez pour un futur ? Qu'est-ce qu'on fait bien ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien ? De quoi vous êtes fiers et que vous voulez qu'on continue ? Et c'est ça le projet d'entreprise. Et on ne l'a pas fait en se regardant le nombril, mais on a aussi interrogé toutes nos parties prenantes qui nous ont renvoyé des points positifs, mais aussi des critiques qu'on a bien sûr intégrées. Donc une période de plus large autonomie qui nous a fait mettre au cœur de ce projet d'entreprise ce qu'on a appelé la révolution de la confiance, c'est-à-dire renverser la pyramide hiérarchique et partir du terrain et partir des besoins des salariés et des clients pour construire la vision collective. Et je finirai en disant un mot, puisque ça a été évoqué par Delphine à l'instant. Tout ça est très connecté au leadership et au mode de management qu'on a envie de promouvoir. Et souvent, les managers nous disent « Vous nous envoyez plein d'injections contradictoires. » Et en fait, bien sûr, la culture d'entreprise est très forte, mais qu'est-ce que vous attendez de nous ? Qu'est-ce qu'on a à faire concrètement au-delà de l'opérationnel ? Comment vous voulez qu'on se comporte ? Donc le modèle de leadership, c'est expliciter ce qui est attendu de tout manager, là, en l'espèce d'Enedis. Et on l'a construit autour de 3 dimensions qui vont rejoindre les émotions, puisqu'on a dit un leader chez Enedis, c'est un leader, et dans le groupe EDF de manière générale, engagé. Ça, c'est une mission de service public, les équipes sont très engagées, mais il doit être aussi ouvert sur l'externe, et authentique. Et l'authenticité, on la conçoit comme très fortement connectée aux émotions.
Et d'ailleurs, moi, mes équipes m'ont dit moins de cérébral et plus de tripal, quand on les interrogeait sur ce qu'ils voulaient changer en mode de management et de leadership. Et donc, on a accompagné ce modèle de leadership, de formation, autour des soft skills, autour de l'intelligence émotionnelle, dans des ateliers, des outils classiques, on a appelé les rebelles du management, et notamment autour de l'alignement. Parce qu'à la fin, ce qui nous fait, je pense, réussir, c'est l'alignement profond entre nos émotions et nos valeurs. Et c'est la colonne vertébrale qui nous anime, qui nous fait nous tenir droit. Et c'est ça, finalement, l'ultima ratio, en particulier dans des situations de crise. Merci Marianne. Je suis sûr que vous allez tous vouloir rebondir sur ces propos. Delphine, vous leviez le doigt. Je vous cède la parole. Non, simplement réagir, j'ai trouvé intéressant et à vrai dire très pertinent qu'à plusieurs reprises vous formuliez ça sous la forme d'une question que vous avez posée aux gens qui travaillaient avec vous, de se demander à quoi on sert. Parce que moi, de mon expérience de traverser de crise, en fait, dans tous les domaines et dans toutes les expertises, c'est comme si la population se répartissait en deux catégories. Les gens qui, dans cette crise, ont eu l'impression qu'ils servaient à quelque chose et les gens qui ont eu le sentiment, d'ailleurs objectif ou totalement subjectif, qui ne servaient à rien. Et en fait, parfois, servir à quelque chose ou le sentiment de servir à quelque chose, c'est la possibilité simplement d'amener un repas à un voisin, d'aller faire une course pour quelqu'un. Mais ça a vraiment fait la différence dans cette crise. Il y avait finalement une chance, une bénédiction, d'une certaine manière, de sentir qu'on servait à quelqu'un ou à quelque chose. Et c'est tout à fait lié à notre discussion sur l'émotion, parce qu'en fait, l'émotion clé de travers cette crise, c'était la question de la frustration. Est-ce qu'on a l'impression de servir ou alors est-ce qu'on on se laisse envahir par un sentiment d'impuissance et de frustration ? Merci Guy. Je vais vous introduire, parce que vous n'avez pas parlé encore. Vous êtes entraîneur de sportifs de haut niveau. On reviendra à vous ensuite plus largement, mais le fait de demander comme ça à des collaborateurs, mais vous des athlètes, où ils se positionnent par rapport à leurs émotions à un moment donné, j'imagine que c'est quelque chose que vous... Oui, il y a plein de choses qui m'ont parlé là, dans vos différentes interventions, parce que surtout entre le fait de passer du cérébral à l'émotionnel, on va dire, à laisser parler. Moi, je dis souvent aux sportifs, à un moment donné, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour les apprentissages, le technique, et à un moment donné, lorsqu'on est dans ces starting blocks, il faut laisser, alors je leur dis, ça c'est ce que je leur dis, il faut laisser parler son animalité. Et se lâcher, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, on va travailler avec ses tripes, on va travailler avec... et donc ça me parle beaucoup. Et au niveau des émotions, le sport n'est qu'émotion. Le sport, enfin, la musique, les arts sont souvent qu'émotion. Et dans le sport, on travaille avec ces émotions de nos sportifs. Et il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup parlé dans ce que vous venez de dire, c'est le contrôle, à un moment donné, régulier, de ce qui se passe chez nos athlètes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, aller dans le surentraînement, ça fait qu'ils vont basculer au niveau des émotions dans de la colère, dans de l'agressivité. Et il faut toujours être dans cette régulation. Et moi, j'ai mis en place depuis un peu plus de 3 ans maintenant des questionnaires qu'ils ont à remplir chaque semaine. Enfin, en fin de semaine, on fait un bilan de la semaine qui vient de s'écouler. Et ça va être un moyen de réguler, justement, si on ne les voit pas basculer dans du rouge, qui serait cette agressivité, cette colère, la fatigue qui arrive. Et donc voilà. Donc, par rapport à la question maintenant sur les émotions, nous, en tant qu'entraîneurs, on est amenés à travailler constamment avec ces émotions. Alors je vais donner quelques exemples. Peut-être que ça va parler aux gens. Mais je renvoie d'un point de vue sportif à ce qui s'est passé en 2015 lorsqu'il y avait Usain Bolt et Justin Gatlin qui s'affrontaient sur un 100 mètres en finale des championnats du monde à Pékin. Et il y a eu vraiment un jeu sur les émotions, c'est-à-dire que sur la ligne de départ, on a eu 8 coureurs qui sont préparés de la même manière, qui ont des entraîneurs, des préparateurs physiques. On est capable d'amener un champion sur la ligne de départ au moment de la finale, préparé, on va dire les 8 sont préparés quasiment de la même manière. Et cette finale, elle s'est jouée simplement dans ce qu'on appelle la chambre d'appel. Ça s'est joué pratiquement 30 minutes avant. 30 minutes avant, ça s'est joué. Et lorsque les athlètes ont été conduits dans cette chambre d'appel avant d'être amenés sur la piste,
Gatlin était le grand favori de cette course. Il avait gagné toutes les courses, c'était le meilleur temps de la saison. Et puis Bolt était pressenti comme évidemment le second. Et dans cette chambre d'appel, qui est une pièce où on réunit les 8 champions avant de les amener sur la piste, c'est là où ils s'équipent, c'est là où ils vont chausser leurs pointes. Et donc Gatlin s'est assis sur une des chaises. Et Bolt, qui n'était pas du tout favori, est venu s'asseoir juste à côté de lui. Il est venu s'asseoir juste à côté de lui. Et pendant ces quelques minutes où il a chaussé ses pointes, il n'a fait que fixer Gatlin tout en mettant ses pointes. Et Gatlin n'a fait qu'esquiver justement le regard de Bolt. Et la course, elle s'est jouée là. Puisque sur le terrain, ensuite, c'est Bolt qui a emporté la course avec un Gatlin qui s'est laissé embarquer par ses émotions et qui a perdu la course à 30 mètres de la ligne. Donc voilà, donc ça a été aussi dans ce contrôle des émotions. Et nous, on est obligé de travailler avec ça au quotidien. Au quotidien, parce que on parlera de l'échec, mais l'échec est permanent. Est permanent chez nous. Est permanent chez nous, c'est-à-dire c'est quasiment 90% du temps, on apprend à échouer. Et il faut justement canaliser ces émotions lorsque l'on apprend à échouer. On va y revenir. Nadia, est-ce que vous souhaitiez rebondir sur les propos, ce qui a été évoqué juste à l'instant? Je voulais dire, pour ce qui a été fait chez Enedis, je trouve ça vraiment remarquable parce que quand vous demandez aux collaborateurs d'exprimer ce qu'ils ressentent, donc leurs émotions, ça peut être par un petit smiley ou l'inverse du smiley, déjà ça, c'est un outil de régulation des émotions. C'est-à-dire une émotion qu'on a exprimée, déjà, elle commence à être contenue. Ça, c'est très important. Et pratiquer le feedback dans les deux sens, ça aussi, c'est extraordinairement puissant. Parce que d'habitude, le feedback, c'est le N+1 qui va donner du feedback au N-1. Là, si j'ai bien compris, vous avez fait l'inverse. Vous avez demandé du feedback vers le haut. Et ça, c'est d'une puissance incroyable, parce que là, les gens se sentent pris en compte. Et du coup, ça génère un engagement après qui doit être absolument fabuleux chez vous. Hein. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avant de venir vous voir, puisqu'on avait une sorte de comité de suivi de ce projet d'entreprise, quelques mois après, pour savoir ce qui était bien lancé, ce qui restait à faire. Et c'est constitué d'un groupe de salariés tirés au sort, donc des salariés très opérationnels de terrain, aucun dirigeant, qui m'ont fait un retour pendant 1h30 de ce que, vu d'eux, était bien lancé, de ce qui n'était pas encore là, et comment, et surtout de leurs propositions pour faire avancer les choses. Et donc moi, je suis en position d'écoute, et ça donne une pêche incroyable, parce que ça montre qu'on est ensemble. Et là, on a beaucoup parlé d'individus, finalement, d'émotions individuelles, mais elles sont énormément collectives aussi. Donc la capacité à les faire partager, à les nommer, et à être positif. J'ai été très frappée par ce que vous avez dit sur le caractère souvent négatif du rapport au travail. Voilà, donc l'esprit positif est très, 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 très important. Le travail, c'est pas une torture, contrairement à son étymologie. Et la notion de confiance que vous avez aussi mise en avant, je pense que quand la confiance est là, l'effort se manifeste tout seul. Hein. Et je pense que la confiance, on a une carence de confiance absolument énorme à notre époque, dans toutes les institutions. Hein. Et il y a un gros travail à faire. Moi, ça me rend optimiste de voir des entreprises qui vont dans ce sens et qui ont le courage, parce qu'il faut quand même drôlement avoir confiance en soi en tant que dirigeant pour aller demander du feedback à ses équipes comme ça. Hein. Donc moi, je salue votre courage aussi au passage. Hein. Et je voulais rebondir sur le héros et ses failles. Je pense que la faille du héros, c'est ce qui l'a fait souffrir. Et quand on a souffert, si on a métabolisé sa souffrance d'une certaine façon, ça ouvre à l'empathie aussi. Hein. Et le héros, son empathie pour les autres est une grande partie de son leadership aussi. Hein. Merci Nadia. Je pense qu'on peut passer à une capsule musicale avant de continuer, et ça sera Beethoven, la 7e symphonie, un extrait.
Édouard, je vais vous passer la parole juste quelques minutes. Peut-être qu'on parlait de la régulation des émotions dans un groupe, un orchestre, c'est vraiment un collectif. Comment ça fonctionne avant, après une représentation? Et pendant. Et pendant. En fait, c'est fascinant parce que on mesure en fait à chaque fois combien l'orchestre connecte à tous les points qui ont été évoqués. Vous parlez de leadership, le leadership bien sûr du chef d'orchestre. On parlait des émotions négatives, de comment créer un contexte où vous aurez l'engagement de tout le collectif. Là, il n'y a pas 119 musiciens, mais vous en avez 85 sur scène, qui arrivent avec leurs problèmes pour répéter, qui connaissent la 7e symphonie, certains peuvent se dire, bon, on l'a fait de l'année dernière avec ce très grand chef, pourquoi la faire cette année, etc. Donc tout l'enjeu, ça va être pour un chef d'orchestre d'arriver et de créer, déjà de convaincre par sa technicité, par sa capacité à écouter, par sa capacité à créer l'écoute aussi, parce que je rappelle qu'il n'y a pas d'émotion sans écoute, c'est impossible, et sa capacité à créer quelque chose qui se passe, quelque chose qui dépasse, des notions standards. Et donc ce qu'on voit ici est renforcé aussi par le contexte, évidemment, parce qu'il y avait 1000 personnes, et ces notes avaient une résonance tout à fait particulière. Mais un chef d'orchestre, quand on le voit, vous savez, il y a 4 répétitions avant un concert, avant une générale. Ça veut dire que vous avez 12 heures pour répéter. Un programme qui fait à peu près 1h30. Le chef doit démontrer ses capacités au collectif. Et je peux vous assurer que c'est comme tout, très vite, s'il n'a pas cette capacité à embrasser le collectif et à le dynamiser et à créer les meilleures conditions, ça peut être fatal pour un chef d'orchestre. Ça peut être extrêmement, extrêmement dur. Donc, c'est absolument fascinant de voir quand, par exemple, vous avez tout un collectif qui est à l'unisson d'un seul et même projet. C'est là qu'on mesure le talent d'un chef d'orchestre. Là, il se trouve que c'était Klaus Makela. Vous voyez, c'est le nouveau directeur musical de l'Orchestre de Paris. Une des questions que vous avez pu vous poser, c'est « mais quel âge il a ?» Il a 27 ans. Il a 27 ans. L'âge n'attend pas les années. On pourrait se dire ça. Mais ce qui est intéressant par rapport justement aux émotions, à la régulation et à l'apprentissage aussi de ces émotions et de la régulation, c'est qu'il est finlandais. C'est un prodige, c'est-à-dire que les meilleurs orchestres du monde se l'arrachent maintenant. Mais lui, il a commencé comme violoncelliste, mais il a commencé à diriger des orchestres, il avait 12 ans. Donc en fait, de son point de vue, l'orchestre, c'est son instrument. Il n'a pas peur de ça. En France, donc lui dit, la moitié de ma vie, j'ai passé à diriger un orchestre. Bon, ce qui n'est pas faux. En France, si je devais caricaturer un tout petit peu, dans conservatoire, les systèmes, structures d'enseignement artistique, c'est vrai qu'on est dans une culture qui est très cérébrale, qu'on ne vous met pas devant un orchestre avant que vous ayez 5 prix de composition, solfège, esthétique, etc., etc. Donc il y a cette notion que la musique est une cosa mentale, et dirait Vinci, une chose mentale. Ce qu'on est en train de discuter, c'est qu'en fait, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire que la musique sans interprète et la musique sans physique et sans trip, etc., elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. On n'en parlerait même pas, en fait. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on parle de talent, on parle de choses qui sont indicibles, on parle de magnétisme, hein, bien sûr, et on parle de cette capacité, par le leadership, d'inspirer un collectif. Ces œuvres-là, vous savez, c'est comme des hologrammes. Et c'est la magie de la musique classique, c'est pour ça qu'on y va, c'est qu'on connaît ces symphonies, on y va, ou on croit les connaître, ou on veut les découvrir, et puis il suffit que vous changiez un tout petit peu l'angle d'approche, et vous la redécouvrez. Et vous la redécouvrez grâce au talent, bien sûr, d'un chef d'orchestre, mais aussi du collectif. Donc ce que je trouve fascinant, si vous voulez, c'est comment dans notre société, dans les entreprises et dans le monde de l'art, en dehors de ces chefs-d'œuvre qu'on joue toutes les semaines, c'est le patrimoine qu'on joue, et on se doit à l'Orchestre de Paris, la salle fait 2400 places, de créer le meilleur contexte pour que quelque chose se passe chaque soir. Ça paraît simple, hein, et pourtant on sait très bien que c'est le truc le plus compliqué au quotidien, et de garder ce niveau d'inspiration. Voilà, donc on retrouve tout ça, et d'ailleurs je pense qu'entre chef d'entreprise et chef d'orchestre,
ou orchestre / entreprise ou société, les parallèles sont évidents. Oui, merci de me pousser à réagir. Effectivement, très simplement, nous aimons beaucoup cette image du chef d'orchestre. Ce n'est pas celui qui fait à la place, mais c'est celui qui tire le meilleur d'un collectif. Et dans les entreprises, on fait souvent des exercices. Moi-même, je l'ai fait. On prend une équipe. Et puis, alors bon, le 7e peut-être pas accessible, mais on se dit, on a 2 heures. Et au bout de 2 heures, avec un coach, bien sûr, on a des instruments de musique africains, par exemple. Et on joue ensemble, à partir de 0. On arrive, on ne connaît pas l'instrument, on ne sait pas en jouer, et au bout de 2 heures, on fait quelque chose qui ressemble quand même à de la musique. Et c'est bien par l'écoute, par du collectif, par de la bienveillance, et par aussi du punch et de l'énergie. Et à chaque fois, on se dit, waouh, on est capable de faire ça. C'est quand même extraordinaire. Et donc, pour ce qu'on a à faire dans l'entreprise, on va aussi y arriver. Alors on peut peut-être passer de la musique au sport, parce qu'on a dit un mot là, vous l'avez dit, c'était pas prévu, mais c'était équipe, et ça résonne bien finalement avec l'environnement sportif, qui a un terrain d'expression des émotions pour les athlètes, mais aussi pour le public qui vient assister aux performances. Alors Guy, vous avez entraîné des sportifs de très haut niveau. On va en citer quelques-uns. Hein. On peut citer Christine Aron, Muriel Urtis, Ronald Pognon, qui sont parmi les plus grands champions français de l'athlétisme. Et vous savez à quel point le mental est une clé de réussite ou d'échec. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez commencé à parler d'échec comme quelque chose de central, paradoxalement, dans le monde sportif, parce qu'on perd plus qu'on ne gagne. Comment on apprend à perdre? Comment on apprend à se servir de ses émotions aussi pour aller vers l'excellence? Tout d'abord, je pense qu'on apprend à jouer avec ses échecs déjà dès le départ, dès l'entraînement. Parce que systématiquement, ça va être une remise en question permanente de sa technique, de sa manière de courir, de sa manière de faire un service, de sa manière de taper dans un ballon. Le sportif qui veut changer quelque chose dans ses programmes moteurs va devoir donc à un moment donné pratiquement régresser. Donc il va se mettre en situation d'échec. Et c'est avec cette situation d'échec qu'on va l'amener justement à transformer des choses et rebondir sur ces échecs-là, sur ces transformations pour aller vers de la haute performance. Donc on apprend plus pratiquement de ces échecs. Les échecs font partie de l'apprentissage plus que les réussites. Alors les réussites, il faut aussi apprendre à les gérer, à les retraduire, mais les échecs sont beaucoup plus intéressants pour le sportif que ces réussites. Alors ça, c'est vrai d'un point de vue individuel, mais vous entraînez aussi des collectifs, des sports collectifs, et là, il y a une dimension encore particulière d'effet de groupe. Oui, enfin, j'entraîne, je participe à la préparation d'un point de vue préparation de la vitesse, donc plutôt physique, avec l'équipe de France de rugby à 7 en préparation pour Tokyo. Et dans ce cadre-là, on va aussi travailler sur cette gestion des émotions. C'est-à-dire que l'équipe va être porteuse à un moment donné lorsqu'il y en a un qui va péter un plomb sur le terrain, c'est comment on va le canaliser, comment on va l'aider, comment on va l'entraider, et comment l'équipe va justement l'aider lorsqu'il va y avoir une erreur. C'est lui qui a causé un essai, qui a permis à l'équipe adverse justement de faire un essai. Et ça va être cette gestion des émotions collectives autour d'un projet commun. C'était important, c'était la notion de projet pour moi qui est très importante, de manière à canaliser ces émotions. Et à partir du moment, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on a connaissance de ces émotions, on a identifié ses peurs, on a identifié ce qui se passait au sein de soi-même, on stoppe, on bloque un petit peu et on peut retravailler sur ces émotions. Quand on avait échangé, vous faisiez la différence entre le groupe et l'équipe. Oui. Et cette notion, c'est pour ça que je voudrais en revenir sur cette notion d'équipe, justement, c'est le collectif, c'est la notion de projet. Le groupe, c'est une addition d'individualités, et l'équipe, elle va se fédérer, elle, autour d'un projet commun. Alors qu'un groupe, c'est une somme d'individus. Alors souvent, je donne l'exemple de Jean-Paul Sartre avec l'idée du bus, c'est-à-dire qu'un groupe de personnes dans un bus qui tombe en panne n'est pas une équipe, il suffit que le bus tombe en panne pour que les personnes qui sont dans le bus deviennent une équipe.
Et alors, je fais aussi référence à Naïsna. Hein. Naïsna, le football, le bus, il est vraiment tombé en panne, mais personne n'est descendu du bus. Donc voilà. Donc c'est cette notion de projet commun. Naïsna, c'est exactement ça. C'est chacun a son projet individuel. On joue son contrat. On est en désaccord avec le staff. On est en désaccord avec le coach. Et donc derrière, eh ben, les gens restent dans leur projet individuel. Et c'est ce que Didier Deschamps, en tant que leader, a réussi à remettre en place à la dernière Coupe du Monde, c'est-à-dire donc de refédérer tous ces joueurs et en supprimant également, en coupant des têtes. Et l'émotion dans le sport, elle est aussi portée par des symboles. On avait parlé du maillot, oui. Le fait de jouer pour une ville ou une nation. Je crois qu'on peut le rapprocher de l'entreprise. On peut le rapprocher du monde de l'entreprise lorsqu'il y a un logo. Tout à l'heure, je suis arrivé, vous avez été tous très fiers de me présenter le logo qui venait d'être mis en haut de votre bâtiment. Il est magnifique, le bâtiment est magnifique. Et donc, on se retrouve avec ce logo et donc, il y a une identité, il y a une identification à quelque chose, que ce soit pour vous, pour l'entreprise. Donc, si je suis assez fier de travailler pour cette entreprise, je suis content d'avoir ce logo-là qui est maintenant perché en haut de la tour. Et si on se rapproche de l'équipe, des équipes collectives, on retrouve ça, par exemple, avec la remise du maillot par le capitaine du 15 de France, qui va, au moment de la sélection qui va être donnée, va remettre à chacun son maillot. Et donc il y a aussi cette identification, ce côté fédérateur au niveau de l'équipe de France, et on représente en plus la nation. On voit bien que cette question de culture d'entreprise, on fait des parallèles assez aisés entre le sport et... C'est jamais des équipes de 40 000 personnes. Une entreprise, ça peut l'être. Mais du coup, ces questions de culture, elles ont une place aussi importante dans le projet d'entreprise que vous menez. Oui, bien sûr. Dans un projet d'entreprise, comprendre la culture est clé. Vous connaissez la formule anglaise qui dit que la culture mange la stratégie au petit déjeuner, ce qui veut dire qu'elle est beaucoup plus puissante que tout projet stratégique. Donc il faut à la fois la comprendre, l'intégrer et en même temps la bousculer. Un projet d'entreprise, c'est aussi pour faire bouger la culture et c'est ça qui est le plus difficile et qui prend le plus de temps. Donc c'est un rapport un peu de tension quand même, mais une culture d'entreprise, c'est quelque chose qui est très tripale, qui est très intégré et qui va réunir de l'ouvrier aux dirigeants. Et d'ailleurs, quand on a fait, nous, notre appel à contribution par une plateforme collaborative, il y a eu beaucoup de choses qui étaient communes entre l'ouvrier et le dirigeant, et qui étaient notamment les valeurs du service public, la fierté de travailler pour tous les Français, qui sont nos clients finaux. Et finalement, c'est ça qui est beaucoup plus... qui aligne et qui fait le projet collectif, plus qu'une stratégie, encore une fois, en 3 plans, en 3 parties et 3 sous-parties. Et en même temps, il faut la faire bouger vers plus d'agilité, plus d'autonomie, moins de système hiérarchique, par tous les leviers dont on vient de parler, y compris le feedback qu'on utilise aussi dans des domaines qui, a priori, sont très, très éloignés, comme la prévention et la santé-sécurité. On apprend à nos managers à faire des visites de sécurité sur le terrain qui sont très importantes parce qu'on a des risques électriques, des risques de chute, etc. Et donc à pratiquer un débriefing avec des équipes dans une visite de sécurité qui est très particulier. Et si le débriefing, le feedback n'est pas bien donné, alors la visite est ratée. Et toute la visite, toute sa réussite, c'est pas dans le respect des règles, c'est dans le feedback qui est donné dans les 2 sens, entre celui qui la reçoit et celui qui la fait. Donc, je dirais que plus globalement, les entreprises utilisent beaucoup plus les neurosciences qu'auparavant, parce que justement, je reprends mon exemple d'accident du travail, on avait observé que c'était très souvent des salariés expérimentés qui avaient des accidents. Et pourtant, ce geste, ils l'avaient fait des centaines et des centaines de fois. Et c'est parce qu'à la fin, ils ont un biais cognitif en pensant qu'ils savent faire, et d'où l'apport des neurosciences pour les amener à se réinterroger à chaque fois, même sur quelque chose qui, dans la culture d'entreprise, paraît extrêmement évident et facile.
Merci Marianne. Nadia, vous vouliez rebondir sur ces propos? Oui, je voulais rebondir sur le rapport à l'erreur, parce que dans notre pays, on a un rapport à l'erreur qui n'est pas simple non plus, en ce sens que les erreurs sont quand même mal tolérées dans notre culture. Or, justement, les neurosciences ont montré que la modalité d'apprentissage du cerveau, c'est essai-erreur. Donc, on est câblé pour apprendre en faisant des erreurs, hein, c'est ce que vous disiez. Et quand on est dans un système qui ne tolère pas l'erreur, ça brime l'apprentissage. C'est-à-dire ça empêche l'apprentissage. Et très souvent, la réaction à l'erreur, c'est ce qui va faire ou défaire la confiance dans la relation. Guy, vous vouliez rebondir? Oui, parce que je vous rejoins parfaitement là-dessus. En tant qu'ancien enseignant, on est dans un système scolaire en France où on a tendance à pointer du doigt les points négatifs, alors que les anglo-saxons vont noter cette singularité ou cette chance d'avoir commis cette erreur, parce que cette erreur devient une chance. C'est peut-être une piste à suivre, c'est l'expression même d'une qualité particulière d'un élève. Et donc, alors que nous, on a plutôt tendance à pointer du doigt l'aspect négatif et la faute qui a été faite. Merci Guy, merci Nadia, merci à toutes et à tous. On va passer une troisième capsule, elle est exceptionnelle, c'est le mandarin merveilleux de Bartók. Peut-être quelques mots, Édouard, et pendant ce temps, Delphine Horviller, vous allez vous préparer à prendre place à côté pour une carte blanche qu'on vous a laissée pour finir cette table ronde. Édouard, peut-être quelques mots? Oui, c'est très court, ça mérite une petite explication. Le contexte, c'était les captations que l'Orchestre de Paris a fait pendant la période de confinement, c'était il y a 3 mois, là, on faisait ce concert. Et donc, le mandarin merveilleux, Béla Bartók, on sort de la Première Guerre mondiale. Et c'est cette œuvre dont je vous parlais qui est d'une violence insoutenable. C'est-à-dire que, du coup, on lève le voile sur le langage, on trouve des nouveaux moyens, et vous allez entendre la fin de ce chef-d'œuvre qui est basé, en fait, au départ, un ballet, bon, pour être dansé, mais qui est basé sur une toute petite histoire. C'est tout simplement une prostituée qui est dans la rue, dans une ville qu'on imagine capitale, un peu comme dans Métropolis, effrayante. Et cette prostituée est entourée de 3 voyous qui lui demandent de racketter des gens. Et arrive, au 3e personnage, un mandarin, riche chinois, qui tombe amoureux de cette prostituée et qui va la poursuivre, tout simplement, et avec derrière lui la poursuite des 3 voyous qui veulent le racketter. Donc c'est toute une réflexion sur le désir sexuel, qui est extrêmement clair dans ce qu'on entend. Vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. Condition de l'homme moderne, et surtout cette sauvagerie qui, en fait, dans ces années-là, était absolument nouvelle. Donc on parlait du pouvoir de la musique. Il suffit d'en regarder. Écoutons. Musique.
Merci à vous. Je tiens à vous remercier à nouveau pour cette invitation. Je suis ravie d'être vraiment à vos côtés ce soir pour vous parler du lien entre l'émotion et l'action tel que je le conçois, tel que je le vis dans mon engagement aux côtés de ceux que j'ai la chance et l'honneur d'accompagner au quotidien. D'abord, je voudrais vous dire que quand je pense à ces deux termes que sont l'émotion et l'action, la première image qui me vient à l'esprit, c'est une référence, qui n'est pas du tout une référence religieuse, elle n'est pas du tout tirée de la Bible ou d'un autre texte sacré, mais de l'univers de la bande dessinée ou du cinéma, enfin plus spécifiquement de l'univers de Marvel, que peut-être certains parmi vous connaissent, qui est pour certains, je crois, une forme de religion pour les vrais fans de Marvel. Je pense à Marvel et tout particulièrement à la série X-Men, dans laquelle il y a un personnage très célèbre, un des héros dans X-Men qui s'appelle Magneto. Magneto, c'est un mutant, ça veut dire qu'il a développé des pouvoirs particuliers et son pouvoir à lui, comme son nom l'indique, c'est qu'il a une force magnétique particulière. Il est capable de déplacer, de plier ou de bouger à distance des métaux. Mais ce que le film ou la bande dessinée X-Men révèle, c'est que pour bouger la matière, pour bouger les métaux, Magneto a toujours besoin de se connecter mentalement à une émotion forte. Ça peut être une joie ou au contraire une colère. Par exemple, il se souvient dans le film, il y a une scène où il se souvient de l'assassinat de sa mère et alors il déplace une grille en fer, ou alors il se souvient d'une des joies fortes de son enfance et il fait bouger tout un tas d'objets autour de lui. Et Magneto, en fait, c'est le personnage qui raconte à sa manière ce que l'étymologie dit très clairement, si vous tendez l'oreille, en fait, c'est de l'émotion que vient la motion. L'émotion conditionne toujours le mouvement, on l'a dit tout à l'heure, le mouvement d'un individu ou même le mouvement d'un groupe, parce que figurez-vous que la racine du mot émotion est la même racine que celle du mot émeute, ou même que celle du mot meute, c'est-à-dire ce qui fait bouger, ce qui met en mouvement ensemble un groupe. Alors, je ne sais pas si cette découverte vous émeut, mais je profite peut-être de cette émotion pour vous emmener maintenant un peu ailleurs, pour partager un peu avec vous quelques minutes mon quotidien de rabbin. Voilà, souvent les gens ne savent pas exactement ce que ça fait un rabbin, qu'est-ce que c'est. Alors on sait bien ce que c'est, on sait bien ce que fait Rabbi Jacob. Vous savez, il tente d'échapper à des types louches qui le poursuivent dans une usine de chewing-gum. Mais mon quotidien à moi, il est assez différent de celui de Louis de Funès. Au quotidien, moi, je dois accompagner des gens. Et je dois particulièrement accompagner les émotions des gens et traverser parfois, en quelques heures, parfois en une seule journée, des montagnes russes d'ascension ou de descente émotionnelle extrême. Parfois, en une seule et même journée, il m'arrive d'officier à un mariage, et puis juste après à un enterrement, et puis je rends visite à des malades en soins palliatifs, et puis j'accueille une famille avec un nouveau-né, et je dois me mettre alors dans une situation d'empathie particulière avec chaque personne que je croise, et parfois osciller entre des registres émotionnels, parfois compatibles, parfois moins, mais qui mobilisent une motion permanente en moi, parfois l'élan joyeux ou la réserve ou l'appréhension et bien des choses encore. Et là où les choses se compliquent, c'est dans la conscience qu'une émotion sincère, en fait, ça n'est jamais monolithique. Une émotion sincère, c'est toujours protéiforme, toujours, en fait, c'est un subtil accord entre des notes différentes. J'utilise volontairement cette métaphore de la musique. C'est comme des tonalités combinées. En fait, on l'a vu il y a un instant, je pourrais utiliser cette métaphore pour vous décrire mon travail en vous disant que je dois combiner parfois le concerto d'un enterrement et d'un mariage ou d'une naissance, et que chacun de ces concertos n'est pas écrit avec une seule note, mais dans un mouvement, au sens musical du terme, dans l'écriture de plusieurs accords qui parfois sont majeurs ou mineurs et qui ensemble créent une sorte de palette émotionnelle. Je crois qu'à tort, notre société s'imagine, ou alors elle fait parfois semblant de croire, qu'un enterrement c'est triste, qu'une naissance c'est gai, un point c'est tout, mais en fait c'est toujours beaucoup plus compliqué que cela. Et si vous êtes déjà allé au cimetière, ou alors si vous avez passé du temps dans une salle de naissance, en fait vous connaissez très bien cette complexité. Par exemple, au cimetière, il arrive, et à vrai dire c'est très bien quand cela arrive, que l'on puisse à la fois pleurer
et rire, qu'on puisse hurler la douleur de l'arrachement d'un être aimé et le tragique de sa fin, et à la fois célébrer sa vie et tout ce qui dans sa vie a été sans fin. Tout ce qui mérite d'être raconté autrement que comme une tragédie et qu'on peut raconter comme une comédie parfois ou comme un haïku ou même sur le mode d'un univers à la Marvel. Et de la même manière, je crois que toutes les mères le savent, la naissance d'un enfant, c'est toujours un subtil équilibre entre la joie d'accueillir un être nouveau, mais aussi un étrange sentiment parfois de deuil qu'il va falloir faire, de deuil de ce qu'on aurait pu être, de ce que l'enfant aurait pu être, de celle que l'on sera plus et tant d'autres choses encore et encore. Et la vie et ses émotions, en fait, ça s'écrit jamais comme les petits émoticônes qu'on a tendance tous à placer dans les messages qu'on s'envoie depuis quelques années, comme si c'était une seule émotion au visage tout rond et tout jaune qui décrit l'euphorie, la tristesse, le dégoût, l'excitation. Non, pas du tout. Nos visages à nous, nos vrais visages, au contraire, ils doivent accorder en réalité des sonorités très contraires et se débrouiller pour qu'il y ait de la place avec des affects contradictoire. Et figurez-vous, mais ça ne va pas vous étonner, qu'il n'y a pas de meilleur moment dans la vie pour comprendre la complexité des émotions que quand surgit une crise. Et cette pandémie qu'on a traversée, qu'on est encore en train de traverser, nous offre un témoignage particulièrement pertinent de cela. Il y a une phrase très connue, une phrase du philosophe Gramsci, je suis sûre que vous l'avez les uns et les autres déjà entendue, elle a beaucoup résonné pendant cette période de crise. Cette phrase, elle dit « Un monde ancien tarde à mourir, un monde nouveau tarde à naître, et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. » Eh bien, chers amis, on est exactement là, autour de nous. Tout le monde parle d'un monde qui n'est plus, d'un monde qui n'est pas encore, où on ne sait pas exactement à quoi pourrait ressembler ce nouveau monde, et dans cette zone liminale qui est la nôtre, surgissent des monstres, enfin des monstres au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de la monstration, quelque chose qui soudain était caché, mais se montre, et montre son visage. La crise, elle fait résonner, paraître du caché, parfois aussi du violent. Il suffit d'ouvrir la télé, les journaux, pour voir à quel point on entend ces voix un peu monstrueuses. Mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, quand je tends l'oreille aujourd'hui vers des discours d'entre-deux mondes, des discours de clair-obscur, c'est de percevoir à nouveau combien des émotions contradictoires se mêlent. Prenez par exemple l'exemple du vieux monde versus un nouveau monde. Moi, je ne compte pas personnellement le nombre de fois où j'ai entendu ces derniers temps des gens me dire, généralement la même personne dans un même souffle, me dit « Dès que la vie reprend, je vais tout changer, je ne vais plus rien faire comme avant, je vais complètement renouveler ma vie. » Et dans un même souffle, cette personne vous dit « Dès que la vie reprend, la première chose que je fais, c'est que je retourne dans mon petit café pour commander le même cappuccino que j'avais l'habitude de commander avant la crise tous les matins, et je vais m'asseoir à la même table. » Et vous entendez là, évidemment, le paradoxe émotionnel que dit tout ça. On est dans un temps de crise où on dit « pourvu que ça s'arrête et pourvu que ça continue ». Pourvu que ça change, mais pourvu que ça dure. Et je crois que le rôle des leaders, en fait, c'est de penser précisément ce temps de clair-obscur et d'entendre le monde à la fois dans son besoin de continuité et dans son besoin de discontinuité, dans le besoin de stabilité, mais aussi dans la nécessité de la rupture. Et surtout, prendre en compte la façon dont la crise a placé dans nos vies, on en a parlé il y a un instant, des failles, des brisures, quelque chose de l'ordre d'un non réparable, et pour certains d'un non consolable, avec lesquels il va falloir apprendre à vivre comme avant, mais pas comme avant. Voilà, on dirait une chanson de France Gall, un peu ça. Alors, je vous ai parlé des bandes dessinées de Marvel, des chansons de France Gall. Peut-être qu'il faut que je puise un instant, encore une minute, dans un registre qui est peut-être davantage le mien, le registre de la pensée religieuse qu'elle nous apporte souvent dans nos réflexions contemporaines, quand on daigne s'y pencher un peu. Vous savez, il existe dans tous nos textes religieux, toutes traditions confondues, des modèles de leaders, des modèles d'hommes et de femmes, souvent malheureusement des hommes, parce que les femmes n'ont pas été souvent invitées à s'exprimer dans nos traditions religieuses, mais tous ces leaders expriment, agissent en général en période de crise, en période de clair-obscur, et leur action
va définir ou fixer la suite du récit. Et je le disais il y a un instant, à l'autre table, tous, ou presque tous, ont en commun quelque chose, ils doivent faire avec leurs propres failles, avec leurs propres limitations et leurs inquiétudes et leur incomplétude. Je donnais tout à l'heure l'exemple de Moïse, qui est très célèbre dans la Bible. Moïse, c'est l'apothéose de ça. Vous savez que Moïse, il est choisi pour être porte-parole du divin sur terre, pour s'adresser à tout un peuple. Et figurez-vous que selon les sages, Moïse était bègue. Moïse bégayait. Alors avouez que c'est très très drôle. Imaginez le DRH d'une grande entreprise qui doit se choisir un porte-parole et qui va se choisir la seule personne dans l'entreprise qui sera incapable de répéter correctement le message. Voilà, on pourrait multiplier comme ça les exemples. Le propre des leaders dans les traditions et les textes religieux, c'est pas du tout leur force, c'est pas du tout leur puissance invincible, mais au contraire, c'est une certaine gestion de la faille, de leur faille ou de la faille du système. Ils ne deviennent pas ce qu'ils sont malgré le handicap, ils deviennent ce qu'ils sont grâce à ce qui, dans leur vie, est faillible. Et je crois que c'est une leçon importante pour nous tous, pour les leaders qu'on peut être chacun dans notre domaine. L'émotion qui est créée toujours par la conscience de la finitude, de notre incomplétude, de notre faille, qui va fonder notre action solide dans le monde. C'est quand on sait qu'on est faible et un peu cassé, qu'on est capable de construire solidement et d'envisager un monde tel qu'il pourrait encore être, une conscience de la cassure qui crée une résilience possible dans notre monde. Je voudrais conclure avec encore une toute dernière idée, si vous me le permettez. Au début de la pandémie, peut-être comme beaucoup d'entre vous, j'ai beaucoup vu de séries, j'ai beaucoup lu de bandes dessinées, j'ai beaucoup lu de livres très différents, et je me suis mise personnellement à me passionner pour des articles scientifiques d'immunologie, pour essayer de comprendre un peu l'histoire de la virologie et comment est-ce que l'humanité avait traversé des pandémies par le passé. Et j'ai appris à cette occasion, par mes lectures, quelque chose de très inspirant que je voudrais partager avec vous. Je ne sais pas si vous le savez, mais environ 15% de notre génome est composé par de l'ADN de virus qui a intégré le nôtre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement que 15% de notre patrimoine génétique porte la trace très concrète des virus que nos ancêtres ont rencontrés, des menaces qu'ils ont croisées, des crises qu'ils ont traversées et avec lesquelles finalement ils ont appris à survivre et à vivre. En fait, on est précisément les enfants des crises sanitaires ou autres que nos ancêtres ont traversées et qu'on porte dans chaque cellule de notre corps. En fait, pour le dire autrement, nous sommes exactement comme les personnages de X-Men. Nous sommes des mutants, des magnétos ou autres héros. Comme eux, c'est dans la conscience de nos émotions qu'on est capable, peut-être, de faire tomber des murs, d'ouvrir des champs magnétiques d'empathie et des liens solidaires et des résiliences qui nous aideront, je l'espère, tous ensemble à nous relever. Merci Delphine. Parler après vous, je vais essayer de ne pas bégayer. Pour reprendre ce que vous disiez juste avant, sans lien particulier avec ce que vous avez évoqué. Moi d'abord, j'ai des mots que vous avez évoqués qui parlent beaucoup. On parle de faille, on parle d'échec, on parle de confiance, on parle d'authentique, on parle d'être d'émotion. Nions pas nos émotions, laissons parler les émotions. On parle de frissons, on parle même d'animalité, on parle d'écoute. Alors c'est formidable, on parle d'écoute, et puis on a vécu une période où on était sur Teams, sur Zoom, et moi j'ai envie de dire, derrière le verbal, il y a le non-verbal, il y a ce qu'on doit percevoir dans l'émotion, ce qu'on doit voir et qu'on ne voit pas derrière un écran. On a parlé de magnétisme, on a parlé de leadership, on a parlé d'affect, on a parlé d'échec, on a parlé de réussite. On a cité Klaus, moi j'ai trouvé ça formidable, 27 ans, mais 27 ans avec déjà 12 ans d'expérience, bon finalement on a tout un tas de points. Alors, moi, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous. C'est un moment de frisson, c'est un moment d'échange. Merci à vous. C'était le lancement de Pi, de notre lab. C'est un peu nous au regroupe. Certains d'entre vous nous connaissent un peu plus. C'est ces valeurs qu'on porte depuis bientôt 40 ans. En 2022, on va fêter nos 40 ans. 40 ans d'engagement, d'indépendance, de transmission. On nie pas les émotions chez ces groupes. On les partage avec vous, à la fois sur les projets que vous voulez bien nous confier. C'est indispensable, c'est être capable de faire parler une âme quand on veut se transformer, c'est être capable de faire parler son cœur quand on veut accompagner
les gens dans leurs propres évolutions. Alors il y aura d'autres moments. On était 410 ce soir pour une année qu'on a vécue tous en Zoom, en webinaire et autres. Je trouve que c'est une vraie réussite. Je remercie bien évidemment le plateau, mais également tous ceux qui ont bien voulu se connecter. Alors je vais m'arrêter parce qu'on a le lever de rideau sur un moment de musique qu'Édouard, tu nous as choisi. Je crois en lui-même, il caractérise tout ce qu'on a envie de vivre dans notre vie familiale, personnelle, professionnelle, religieuse, sportive, d'émotion. Merci à vous tous, merci de vous être connectés. J'espère que vous serez restés jusqu'au bout parce que ça en valait la peine. Bonne soirée, à bientôt.